Mesdames, Messieurs, nous avons besoin de votre attention. Je t'imite, Clément. Merci. D'abord, je veux remercier Clément de m'avoir invité à jouer un rôle aujourd'hui assez limité, mais en même temps, je considère que Clément nous a fait un clin d'œil au groupe d'experts sur le régime de Québec, le régime de retraite du Québec, en m'invitant aujourd'hui à présenter Bernard Morancy, votre animateur. Ce que tu ne sais pas, Clément, c'est que j'ai préparé un long discours sur le rôle d'un animateur. Mais je vais me limiter, je vais être très bref. Tout ce que je sais de Bernard, c'est qu'il sera en plein dans son rôle, parce qu'il le comprend bien. Hein, lorsqu'on anime, on veut ramener les débats à l'essentiel pour amener un consensus. Et Bernard sait le faire très bien. Et ça me rappelle un moment. Il y a 7 ans, nous étions dans cette salle-ci pour représenter notre rapport. Et depuis ce temps-là, le mois de novembre est utilisé pour discuter des pensions, des régimes, de l'épargne. Et donc, aujourd'hui, vous serez invités à prendre l'autoroute de l'épargne. Mais avant tout, j'aimerais vous présenter notre animateur, qui était très inquiet il y a 7 ans. Parce que lorsqu'on a lancé notre rapport, nous avions une grande inquiétude. On s'était dit ensemble que si on survivait 48 heures, notre rapport allait avoir un bel avenir. Là, on a survécu aux 48 premières heures, il a eu un bel avenir. Et ça, je veux remercier tous les collègues qui ont participé à ce groupe-là. René Baudry, qui est ici aujourd'hui, Bernard, il y avait Luc Godbout, Martin Godbout et puis Maurice Marchand. Alors, c'est un bon souvenir que j'en garde. Bernard, vous le connaissez, pour plusieurs, vous le connaissez. C'est quelqu'un qui a un profil assez exceptionnel, qui est déjà professeur maintenant, associé au HEC de Montréal, collabore à l'Institut de la retraite et de l'épargne. Il est senior fellow du Global Risk Institute, du CDR. Donc, il utilise ses habilités comme conseiller indépendant des chapitres des enjeux comme la gouvernance, le design et l'investissement. Et je l'ai souligné, une de ses belles qualités, c'est d'avoir participé au groupe d'experts. Comme expérience de travail, Bernard a passé 9 ans, comme vous le savez, à la Caisse des dépôts et de placement. Il était comme premier vice-président, s'occupait des déposants à la Caisse et, bien sûr, de la politique d'investissement et s'occupait de la planification stratégique de la Caisse. Avant cela, Bernard a été chez Mercer pendant plus de 30 ans. Longue carrière chez Mercer. Il a occupé divers postes de leadership dans l'entreprise, de direction, notamment comme chef mondial de la pratique de la retraite, premier vice-président responsable de l'activité mondiale liée à la retraite, aux avantages sociaux, aux investissements et à l'impartition et président de la division santé et avantages sociaux. Il a été membre de l'équipe de direction canadienne et mondiale, donc il a une expérience de travail assez large et ça lui confère cette habilité d'animer ce panel aujourd'hui sur la route de l'épargne. Aujourd'hui, Bernard siège sur des conseils d'administration, et je suis content de le dire, il siège chez Desjardins, à Desjardins Groupe d'assurance générale, et aussi à International Center for Pension Management. Il est fellow de l'Institut canadien des actuaires, où il préside la commission responsable des prises de position publiques. Il est gradué de l'Université Laval. Ça, c'est une belle mention qu'il faut faire. Et, bien sûr, de l'Institut d'administration de société. Alors, Bernard, à toi la parole. Merci beaucoup, Alban. Il faut que je vous dise, travailler avec Alban sur ce comité-là a été une expérience pour tous nous autres, là, juste d'observation de leadership.
c'était incroyable de voir Alban qui avait tous ces caractères forts-là autour de la table et qui a réussi à nous amener dans un rapport unanime avec un talent, là, vraiment, là, je prenais des notes quand je regardais Alban gérer notre comité. Merci, Clément, de me réinviter pour animer le panel du midi. Alors, la population du Québec a vieilli, puis a vieilli rapidement. Déjà, aujourd'hui, en 2019, il y a 20 des Québécois qui ont 65 ans et plus. Et comme vous le voyez sur la slide, dès 2031, c'est demain matin sur 2031, là, c'est dans 12 ans, on va avoir 26 de la population du Québec qui va avoir 65 ans et plus. Mais quelque chose que parfois on ignore, c'est que derrière ce vieillissement-là, il y a une passation des pouvoirs. Parce que ici, je vous ai mis la population du Québec, mais par génération. Donc, les baby boomers, la génération X, les milléniaux et ce qu'on appelle la digital et alpha. Alors, en 2031, le plus jeune des baby boomers, il va avoir 65 ans. Alors, c'est plus eux qui vont gérer. C'est plus eux qui vont être les leaders de la société. Les leaders de la société, ça va être les gens de la génération X qui vont avoir entre 50 et 65 ans et les milléniaux qui vont, à l'époque, à ce moment-là, avoir entre 30 et 50 ans. C'est eux qui vont occuper les positions de leadership, que ce soit dans le monde syndical, dans le monde patronal, dans le monde culturel, dans le monde politique. Et ils vont devoir gérer une société où 46 des gens vont avoir soit moins de 20 ans, soit plus de 65 ans. Alors, quand on y pense, ils ont une société qui va devoir continuer d'éduquer ces jeunes, les moins de 20 ans, mais qui va aussi devoir livrer des promesses de rente, mais surtout des promesses de soins de santé à une population vieillissante. Alors, et à travers ça, les gens de la génération X et les milléniaux, ils vont aussi devoir penser à leur propre retraite. Ils vont devoir réfléchir à comment planifier leur propre retraite. Et les chances sont que, dans ce temps-là, là, ils vont devoir le faire pas mal on their own. Parce que déjà aujourd'hui, dans le secteur privé, il y a moins de 10 des travailleurs qui ont accès à un régime à prestations déterminées. Déjà aujourd'hui. Il y a de plus en plus de travailleurs autonomes. Donc, la planification de la retraite va se faire. On a toujours l'habitude de dire qu'il y avait 3 piliers. Je pense qu'il va en rester rien que 2. Il va y avoir le pilier des gouvernements, des régimes d'État, la pension sécurité de la vieillesse, le supplément du revenu garanti, le régime de rente du Québec et le régime de pension du Canada. Alors ça va être un pilier solide. Mais après ça, ça va être beaucoup leur épargne individuelle qui va être le second pilier de leur planification à la retraite. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le deuxième. On va prendre pour acquis que le premier, il est solide, qu'il va être encore là, puis qu'il va livrer les rentes qu'il a promis. Mais on va se concentrer sur le deuxième, sur comment on développe des habitudes d'épargne, puis comment on peut mieux aider les gens à gérer cette épargne-là. Au début, chacun des panélistes va vous faire une courte présentation. Alors, le premier panéliste, ça va être Claude Gagnon, qui est président de BMO Groupe Financier Québec, qui était au groupe BMO depuis 1975. C'est quand même un bail, ça, là, 75. Tu vas avoir une bonne pension, toi, là, Claude, je pense bien. Alors, il a occupé plusieurs postes stratégiques dans le secteur des services aux particuliers et la gestion bancaire privée. Il a aussi assumé des fonctions de leadership en ressources humaines en formation pour l'Est du Canada. Il est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de l'UQAM et d'un brevet de l'Institut des banquiers canadiens. Le deuxième panéliste va être René Baudry, cofondateur de Normandin Baudry. Alors, René, c'est un actuaire. Il ne faut pas retenir ça contre lui. D'ailleurs, c'est une qualité, il est actuaire, tant qu'à moi. Mais il est aussi conseiller en rémunération globale. Son expertise inclut l'élaboration de stratégies de gestion globale, financement et placement de régimes de retraite. René, sa firme compte aujourd'hui 250 personnes, c'est quand même impressionnant, qui sont spécialisées dans les régimes d'épargne, dans les régimes d'assurance collective, dans la rémunération, la communication et le développement organisationnel. Le troisième panéliste va être Robert Dumas, qui est président et chef de la direction de Sun Life Québec,
qui lui aussi est un actuaire, lui aussi gradué de Laval, ce qui est, comme je le disais, une grande qualité. Et Robert possède une connaissance très approfondie des besoins et des attentes des entreprises québécois et aussi des Québécois eux-mêmes, ceux qui cotisent dans les régimes de retraite. Une connaissance qui s'appuie sur 30 ans de pratique, maintenant à la Sun Life, mais également chez Mercer, où Robert a développé et géré le secteur de la retraite, du risque, des finances pour le Canada et l'Amérique latine. Alors, puisque je les connais tous les trois, je vais me permettre de les appeler par leur prénom, si vous voulez bien. Alors, Claude va nous parler d'abord du contexte dans lequel les milléniaux et la génération X doivent épargner. Dans quel contexte ils doivent faire prendre ces décisions-là. Par la suite, René va nous parler du concept de l'autoroute de l'épargne. Et finalement, Robert, lui, va nous donner des exemples de comment la Sun Life s'y prend pour développer les habitudes d'épargne chez ses clients. Alors, par la suite, on va avoir un échange et vous aurez l'opportunité, ceux d'entre vous qui veulent poser des questions à nos panélistes, de lever votre main puis de poser des questions. Alors, je passe la parole à Claude. Merci. Je n'aurai pas de slide, c'est correct. Je ne sais pas si je parle. Vous m'entendez comme ça, oui? On va enlever ça, ça va être encore mieux. Alors, bonjour tout le monde. Merci Bernard. Je souhaite la bienvenue également à mes copanélistes, donc Robert, René, et je remercie Clément pour son invitation. Aujourd'hui, en fait, je veux vous parler de l'importance de l'épargne retraite, oui, mais j'ai envie de commencer en vous parlant d'environnement puis de mobilisation, histoire de nous mettre un peu en contexte, car on sait tous que l'économie, c'est une science humaine. Et donc, l'économie de demain, ça sera le résultat des décisions que nous prendrons aujourd'hui, puis c'est avec ça qu'on va vivre demain. Vous vous rappellerez tous que le 27 septembre dernier, près de 500 000 personnes ont marché dans les rues de Montréal avec la jeune Suédoise Greta Thunberg lors de la plus grande manifestation publique de l'histoire du Québec et l'une des plus importantes à s'être tenue au monde en faveur de la lutte contre les changements climatiques. Et nous parlons d'épargne retraite, puis on a raison de le faire. Parler d'argent et d'épargne est encore trop stigmatisé dans notre société. Et je reconnais dans la salle des spécialistes d'épargne, des experts en produits financiers, des gestionnaires de fonds réputés, et je vous salue tous. Votre rôle est essentiel pour que nos concitoyens bâtissent et sécurisent leur patrimoine. Quant à moi, je représente les banquiers, et j'en suis un vrai, comme tu le disais, après 45 ans, mais je ne suis pas un spécialiste comme plusieurs d'entre vous dans la salle le sont. Je représente les banquiers qui sont en contact avec des millions de clients. Nous les voyons grandir, nous les aidons à réaliser leurs projets, à acheter leur première maison. C'est la gestion quotidienne des avoirs, l'accompagnement dans une saine gestion de leurs revenus et de leurs dépenses et la planification de leur retraite. Nous sommes des partenaires en matière de sécurité financière. Et certes, force est de constater que collectivement, nous avons tout un défi devant nous. Encore aujourd'hui, 46 % des adultes au Canada n'ont aucun plan pour atteindre leurs objectifs de retraite. Au Québec, c'est 53 % selon le Conseil financier. Selon les récents sondages, 62 % des Canadiens ne savent pas à qui s'adresser pour obtenir des conseils financiers. J'ai bien dit 62 % des Canadiens. À l'heure actuelle, les Québécois pensent qu'économiser environ 427 000 $ suffira pour leur vieux jour. Mais en Colombie-Britannique, les gens pensent qu'ils doivent amasser plus d'1 million. L'écart est énorme. Et dans les deux cas, on sous-estime fort probablement ses besoins. 44 % des Canadiens vivent de chèque de paye en chèque de paye et près de 42 % des Québécois n'ont pas de revenus suffisants ou assez élevés pour payer de l'impôt. De plus, les ménages détiennent en moyenne 1,79 $ de dette sur le marché de crédit pour chaque dollar de leurs revenus disponibles. Donc, pas surprenant que 45 % des 25-44 n'ont jamais calculé l'épargne nécessaire pour leur retraite. Le vieillissement de la population est aussi un défi sur le plan économique et social. Mais c'est aussi une bonne nouvelle sur le plan individuel.
Ce qui veut dire qu'on n'a pas trop fait mal au fil des ans, qu'on a amélioré les conditions de vie grâce, entre autres, à notre système de santé. Avec un peu de chance et surtout beaucoup d'épargne, on pourrait avoir une retraite presque aussi longue que notre carrière. Un Québécois prend sa retraite à toutes les 8 minutes et dans 5 ans, nous serons près de 2 millions à avoir 65 ans et plus. Oh oui, j'ai bien dit nous. Le Québec comptera 5 000 centenaires en 2026 et plus de 30 000 en 2060. Pour les générations montantes, c'est nous aussi, oui. Les générations montantes, la perspective est à la fois encourageante et préoccupante. C'est encourageant parce qu'eux-mêmes ont toutes les chances de vivre plus longtemps. C'est préoccupant parce que le vieillissement de la population a pour effet de faire porter par toujours moins de travailleurs le financement des services requis par toujours plus d'aînés. Et 75 des Québécois planifiant leur retraite comptent exclusivement sur les prestations gouvernementales. Alors, il faut se préparer et ça presse. Il faut que les jeunes se préparent aussi. Nous devons continuer à faciliter l'épargne, à développer des produits, des solutions, des applications qui vont contribuer à inculquer une culture de l'épargne retraite. Nous devons, comme acteurs en sécurité financière, développer des partenariats plus dynamiques, plus novateurs qui vont rejoindre les jeunes dans leurs habitudes et leurs besoins. Mais il faut aussi que la société dans son ensemble se prépare au vieillissement. La société aussi devrait se mettre en mode épargne retraite. L'économie du Québec est forte, on en parlait précédemment, et Pierre Fitzgibbon en faisait justement état hier à la tribune du Cercle canadien. Après les 5 premiers mois de 2019, le Québec affichait un rythme de croissance annualisé de 2,8 %. C'est pas rien. En comparaison, la Banque du Canada projette une croissance de 1,2 % pour l'ensemble du pays en 2019. Selon un sondage TD Ipsos du 29 octobre dernier, le Québec arrive au premier rang du Canada en matière de santé financière avec un score de 67,1. Et c'est dans la ville de Québec que l'on retrouve les personnes ayant la meilleure note en santé financière, soit 70 %. Donc, c'est le Québec au Canada. Le Québec est redevenu un leader économique au Canada. Toutefois, l'horizon économique qui se profile n'est peut-être pas aussi reluisant qu'on peut le prétendre. Ce serait le temps donc de se donner des leviers à long terme, de créer des fonds dédiés pour aider à faire face au vieillissement de la population et pour protéger notre jeunesse. Ce serait aussi le temps de s'attaquer fermement au défi de l'amélioration de la productivité de nos entreprises. C'est une solution pour être encore plus efficace, plus profitable et surtout moins vulnérable en cas de ralentissement. S'assurer d'une économie forte, c'est un moyen de protéger nos jeunes et de faire face au vieillissement. Mais il faut faire encore plus. On parle ici de planification, on parle d'épargne retraite, alors qu'1,5 million de personnes, surtout des jeunes, ont pris la rue il y a à peine quelques semaines en se demandant ce que sera le monde quand ils ou elles seront à la retraite. Je ne peux pas m'empêcher d'ignorer la difficulté de l'arrimage entre ces deux concepts. Vendre la promesse d'une retraite heureuse à des jeunes qui voient arriver le grand désordre climatique avec angoisse. Vous vous souvenez sûrement, pour certains, de Liberté 55, inventée dans les années 80. Bien, si on veut que nos jeunes soient responsables, on doit l'être, nous aussi. Si on veut qu'ils épargnent pour leur retraite, on devrait agir autant qu'on peut pour que leur retraite soit heureuse. La question de la sécurité financière, comme plusieurs autres, nous renvoie à la nécessité de refonder le partenariat entre les générations. Les décideurs publics ont un rôle extrêmement important à jouer. Et jusqu'à maintenant, la réponse n'a pas été à la hauteur de l'enjeu. Le milieu financier a aussi un rôle très important à jouer. Évidemment, on représente l'accès aux capitaux, l'investissement, les réseaux financiers mondiaux. Et on est actif. Nous sommes tous capables ici de nommer des programmes de décarbonisation, de fonds durables, des initiatives d'investissement responsables. Mais quand on regarde tout le portrait, force est d'admettre que notre société dans son ensemble, on pourrait dire le monde en général, n'a pas encore atteint le point de bascule vers une lutte déterminée contre les changements climatiques. Tant que nous n'aurons pas atteint ce seuil, les générations montantes contempleront l'avenir avec inquiétude et notre crédibilité
pour leur parler d'avenir et de responsabilité sera et demeurera affaibli. Donc, il faut tourner nos jeunes vers l'épargne, absolument. Et nous devons protéger leur avenir parce que ce qui nous a amenés jusqu'ici pourrait ne pas suffire pour nous amener encore plus loin. Merci. Il y a une présentation qui peut être... En tout cas, pendant que vous la mettez... Oui, merci. Moi, je vais vous parler de l'autoroute de l'épargne. L'autoroute de l'épargne, c'est une idée qu'on a eue il y a quelques années. C'est une marque déposée. Puis vous voyez retraite avec une barre dedans, ce n'est pas l'épargne retraite. Moi, mon travail, puis les gens avec qui je travaille, ce qu'on fait, c'est qu'on aide des organisations qui sont présentement dans une guerre importante pour les talents, recruter des gens, retenir des gens. Et puis, malheureusement, pour un actuaire de régime à prestations déterminées, c'est pas ça vraiment qui attire beaucoup de monde présentement. Fait que, oui, il n'y en a plus beaucoup, mais c'est pas vraiment la chose qui attire quelqu'un qui a 23-25 ans. Tout à l'heure, on avait des jeunes de la génération digitale. On avait Manon, Nicolas, Laetitia. Ces jeunes-là, ils vont rentrer sur le marché du travail puis ils vont vouloir entendre des choses intéressantes. Ils veulent être formés, ils veulent apprendre des nouvelles affaires, puis à chaque 2 ans ou 3 ans, ils se remettent en question sur l'emploi qu'ils ont. Fait que de là, nous est venue l'idée. On est quoi? Bernard disait à peu près 250 personnes. La moyenne d'âge devrait être 33-34 ans chez nous. Il y a pas mal de gens qui se sont penchés là-dessus. Alors, ce qu'on se dit, c'est qu'il faut dissocier dans la tête des gens l'épargne puis la retraite. Ça ne veut pas dire de ne pas épargner pour la retraite, mais de parler, peut-être élargir la chose, puis de parler de l'épargne au sens large. De la même façon que mon père m'en a parlé quand il m'a fait acheter une police d'assurance vie entière à 20 ans, de la même façon que j'en ai parlé à mes filles de 15 ans quand on est allé souscrire leur premier certificat de placement. Ça se passe dans les maisons, ça ne se passe pas juste à l'école, puis il ne faut pas que ça commence juste dans le milieu du travail. Donc, les gens, il faut qu'ils adaptent leur capacité d'épargne aux besoins de liquidité. Les jeunes aujourd'hui qui achètent des maisons, en tout cas dans la région de Montréal, ce n'est pas rare d'avoir à emprunter 300 000 à 400 000 $. C'est vrai que si je dis à cette personne-là en même temps, bien, mets donc 14 % de ton salaire de côté, l'écho que je vais avoir ne sera pas « tu comprends beaucoup mes besoins ». L'autoroute de l'épargne, c'est quoi? C'est une autoroute. On mise sur la flexibilité pour l'entrée et la sortie des fonds que les gens ont. Il y a quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, Malcolm Hamilton, qui était un des leaders de pensée chez Mercer, puis qui, encore aujourd'hui, travaille très fort sur le sujet. Puis il a écrit un excellent papier pour le CDR Institute. Je pourrais en parler tout à l'heure dans la discussion de panel. Mais grosso modo, ce qu'il dit, c'est qu'on ne devrait pas forcer les gens à épargner autant pour la retraite si tôt dans leur carrière, mais on devrait les faire épargner plus tard dans leur carrière. Puis, dans ce qui s'en vient sur le marché du travail, moi, là, je ne parle pas ici en fonction d'un individu, je parle en fonction d'un conseiller à des directions d'entreprise. Alors, si on résume les types de véhicules d'épargne qu'on peut mettre de l'avant, CELI, RIR, je parle de régime dans lequel on peut mettre les placements. Vous savez, les RVR au Québec, on est forcé d'en mettre en place, sauf si on a un RIR collectif, un régime de retraite, et un CELI collectif. Ça, c'est une des premières choses qu'on a écrites dans le rapport d'amour. Et puis, présentement, il n'y en a pas beaucoup. Au Canada, il y a à peu près 275 milliards de dollars dans des CELI. C'est une affaire sur laquelle on s'est enfargé, puis on ne se rendait pas compte que ça aurait autant de succès. Le CELI pourrait démontrer mathématiquement là, que si tu prends 1 000 $, tu le mets avant impôt dans un RIR, ou tu payes ton impôt, puis tu le mets dans le CELI, au bout, si tu as le même taux marginal d'impôt à l'entrée et à la sortie, ça donne exactement le même chiffre. Exactement le même chiffre. Fait que les gens qui disent « j'ai juste 26 000 $, je peux mettre dans mon RIR au Canada », c'est pas vrai. Tu peux mettre l'équivalent de 12 000 dans ton CELI. Fait que tout Canadien, ceux qui ont des revenus assez importants, on parle de 36 000 $, 38 000 $ pour épargner avant impôt. C'est beaucoup d'argent. Puis, le CELI, son avantage, c'est qu'il est beaucoup plus flexible que le RIR. Je ne suis pas en train de dire qu'il est meilleur, mais il est plus flexible.
Puis moi, à cause de la job que j'ai, puis parce que j'ai beaucoup d'amis, puis à cause de l'âge que j'ai, il y a pas mal de monde qui me pose des questions quand ils arrivent à un certain âge, qu'est-ce que je devrais faire? J'ai essayé de résumer dans une page. Es-tu mieux de mettre ton argent dans ton rire ou es-tu mieux de le mettre dans ton CELI? Quand j'ai ma filleule qui a 26 ans qui me pose la question dans quoi je le mets, je lui dis, regarde, si ton taux d'impôt marginal lorsque tu déposes ton épargne est inférieur à ce que tu vas avoir comme taux lorsque tu vas le retirer, ça se peut, elle a 26 ans, puis quand elle va finir, elle va être vice-présidente quelque part, c'est écrit dans le ciel. Donc, c'est beaucoup mieux de mettre ton argent dans ton CELI, ton taux d'impôt est plus bas. Tu es proche de la retraite, tu as 500 000 $ accumulé, tu vas le sortir sur 30 ans, c'est à peu près certain que ton taux marginal d'impôt il va être plus bas. Bien là, probablement que le rire est plus ce que tu devrais faire. Ça, c'est strictement des considérations fiscales. C'est probablement le tiers ou le quart de la réponse. C'est quoi l'autoroute de l'épargne? C'est, comme le dit un de mes clients qui est vice-président ressources humaines dans une entreprise, il faut que tu crées toujours des empreintes émotives fortes. Fait que si je veux me positionner comme employeur distinctif, je vais assurer la sécurité financière de mes employés, je veux les encourager à épargner, puis je vais mettre en valeur cette épargne-là dans la rémunération globale. Il n'y a pas le mot retraite nulle part là-dedans. Où est-ce que je veux faire des choses innovantes? C'est quand tu rentres dans ton épargne puis quand tu sors dans ton épargne. Fait que je veux respecter ta capacité d'épargner. Je vais te donner des choix de véhicules d'épargne. Le mot choix ici est bien important. Puis, je vais te soutenir. Je suis un employeur, là, je te soutiens dans tes projets. Puis ça se peut que tu travailles 5 ans, 8 ans, 10 ans chez nous, mais c'est clair quand je t'embauche qu'on ne s'est pas entendu pour 30 ans. Puis même si on s'entend, tu vas rire de moi quand tu vas sortir de la salle où je te recrute. C'est pas ça qui se passe présentement. Mais les gens, ils vont avoir des dépenses, ils vont avoir des investissements. Puis, à la toute fin, on en a parlé beaucoup un matin, ça dépend des sessions dans lesquelles vous étiez, là, mais la stratégie de report planifié des rentes des régimes publics va devenir une pierre angulaire pour les gens qui sont plus vieux, qui sont plus proches de la retraite, mais ce n'est pas mon point focal aujourd'hui. Comment on implante ça, une chose comme ça? Bien, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. On désigne ce qui est optimal fiscalement pour les gens, un CELI collectif ou un rire collectif. Dans l'absence d'éléments concluants, comme c'est à peu près tout le temps le cas, tu mets les deux en place. Puis l'argent de l'employeur ne va pas là-dedans, elle va dans un RPDB ou dans un autre véhicule. Puis tu révises les dispositions, je pense que Robert va en parler pas mal, pour offrir la flexibilité aux gens, que les gens puissent choisir, oui, leur choix, mais la grosse affaire au Québec pour des jeunes, c'est de s'acheter une maison. On peut râper, sortir l'argent d'un rire, on peut sortir l'argent du CELI. Le CELI, on peut le rentrer plus tard dans 10-15 ans quand on a les moyens. Puis le nerf de la guerre dans tout ça, c'est juste une chose, c'est la communication. C'est toujours la même affaire. Communiquer, c'est répéter. Donc, c'est quoi les 3 éléments majeurs? Que ça soit flexible, que ça soit facile. Ça va peut-être être un petit peu réducteur, mais les gens, même ceux qui sont très intelligents, ils veulent se faire dire quoi faire. Donnez-moi des bons véhicules de placement. Puis, l'habitude. Ça, c'est un nouveau mot. Au lieu de « on va te forcer à épargner en vue de la retraite », on va te créer l'habitude d'épargner. Sans but ultime nécessairement. L'important, c'est que tu développes. Alors, je vous donne 3 cas avant de finir. J'ai quelqu'un qui est au début de sa carrière. Lui, il épargne pour la retraite, mais la retraite de yoga en Inde. Alors, il met de l'argent dans son CELI. Il va peut-être mettre de l'argent dans son RIR pour optimalement s'acheter un condo à un moment donné puis avoir une mise de base. Puis, il perçoit son employeur comme un partenaire dans la réalisation, pas de sa retraite. Puis il développe quoi? Une habitude d'épargner, puis il apprend surtout ce qui est important, à vivre avec un petit peu moins. Personne n'est rendu en milieu de carrière, elle a des enfants, son CELI sert pour des imprévus, il sert pour des rénovations sur la maison, elle perçoit encore son employeur comme un partenaire, puis elle maintient l'habitude d'épargner, puis toujours s'habitue à vivre avec ce montant-là. Ce dont on parle énormément, mais quasiment exclusivement, c'est cette personne-là qui approche de la retraite, qui a ramassé beaucoup d'argent, puis que là, le CELI et le RIR, les deux ont des intérêts pour elle. Puis son employeur est un partenaire maintenant dans quoi? Dans l'optimisation des placements. Il ne faut pas qu'elle se trompe, il faut que les frais soient bas. Puis là, elle ne s'habitue pas à vivre avec moins d'argent. Il faut qu'elle se prépare à vivre avec Y% de son salaire. Fait qu'en très peu de mots, c'est ça vers quoi, moi, en tout cas, je pense qu'on se dirige avec des régimes qui vont être offerts par des employeurs distinctifs. Créer de l'habitude d'épargne, mettre ça facile, puis être un partenaire comme employeur. J'ai
Je vais parler beaucoup de placement. Fait que, moi, quand j'apporte mon auto chez le mécanicien, je le trouverais sympathique, le gars, s'il me demandait de travailler avec lui, puis d'ouvrir le capot, puis qu'il m'expliquerait ça encore, puis etc. Mais ça ne me tente pas. Je sais où aller. Ça fait qu'ici, dans la pièce, on a suffisamment de monde pour désigner des bons régimes en termes de placement, des life cycles, pour le dire en anglais, pour avoir des défauts optimaux. Puis je pense que c'est là qu'on devrait tous s'en aller comme communauté. Alors, bonjour tout le monde. J'ai un angle différent cette année que j'aurais eu il y a 10 ans. Il y a 10 ans, je concevais des régimes de retraite. Et depuis quelques années, j'écoute des participants à ces régimes de retraite-là. Et peut-être que j'aurais fait mon travail différemment si j'avais eu cette expérience-là auparavant. Juste pour illustrer mon point, de temps à autre, on fait de l'écoute dans nos centres d'appel. Et je me souviens d'un appel que nous avions lancé à une participante pour lui dire qu'à 40 ans, investir dans un fonds monétaire depuis 25 ans, alors qu'elle a à peu près 400 000 $, c'était peut-être pas la bonne stratégie. Et sa réponse était de dire « Oui, mais j'aime pas le risque ». Mais je pense que sa stratégie est encore plus risquée que tout ce qu'on aurait pu lui suggérer. Tout ça pour dire qu'on avait conçu, ou l'employeur avait conçu, un régime extrêmement bien fait. Extrêmement bien fait. Mais il restait des choses à décider par les participants. Est-ce qu'ils doivent cotiser? Parce qu'il y a certains cas peut-être où ce n'est pas nécessaire. Si oui, combien ils doivent cotiser? S'il y a plusieurs véhicules lesquels choisir? Et finalement, quel investissement choisir? Alors, malgré tout ce qu'on peut faire comme bon travail de conception, c'est après que ça se passe. Évidemment, on pourrait compter sur la littératie financière et peut-être responsabiliser les gens. Le problème, c'est que ça n'a pas fonctionné encore. Et ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner, mais les résultats ne sont pas là. On pourrait aussi compter sur l'utilisation d'un conseiller financier. Alors, encore là, il y a seulement une personne sur 4 ou une personne sur 3, sauf dans la ville de Québec. Il y a plus de gens qui utilisent des conseillers financiers et ça pourrait faire une différence. Mais ce n'est pas ce qu'on voit actuellement. Alors, ce que je veux partager avec vous, c'est certaines choses qu'on voit dans la conception des régimes qui vont aider l'habitude à l'épargne. Et on va passer à travers ça dans les prochaines minutes. Et ça, il y a plusieurs de mes commentaires qui viennent d'un rapport qu'on vient de publier qui s'appelle « Objectif épargne 2019 », qui essentiellement fait un inventaire de 7 300 régimes, 1 300 000 participants et à peu près 85 milliards d'actifs. Alors, c'est quelque chose qui est quand même crédible. 3 observations pour commencer. La première, il y a seulement 38 % des régimes, et là, je parle surtout des régimes à capitalisation, 38 % des régimes qui sont obligatoires. 38 %. J'aurais pensé que c'était plus. Et pour les régimes à participation volontaire, seulement 60 % des gens y participent. Alors, si on regarde nos voisins du Sud, quand il y a une adhésion par défaut, la participation passe à 80-95 % dans certains cas. Alors, pourquoi ne fait-on pas ce pas-là additionnel pour assurer une participation? Une autre statistique, c'est que 80 % des participants disent que la raison première pour laquelle ils participent, c'est qu'il y a une cotisation de l'employeur. Alors, il se pourrait que quand les cotisations sont minimales ou inexistantes, il n'y a pas de véhicule assez souvent attirant pour les participants. Et finalement, les investissements. Pour reprendre l'exemple que j'utilisais au début, maintenant, on a des formules par défaut. Par exemple, les fonds à échéance, à date d'échéance, qui maintenant sont si populaires que 80 % des cotisations versées sont dirigées vers ce type de fonds-là. Et là, je vais reprendre l'exemple de René qui disait que quand son mécanicien il montre comment ça fonctionne en dessous, ça ne l'intéresse pas tant que ça. Bien, c'est un peu la même chose ici. Il ne faut pas essayer
de faire comprendre aux gens des choses qui ne les intéressent pas dès le départ. De la même manière, quand on regarde les modifications qui sont apportées à des régimes d'accumulation de capital, 4 fois sur 5, c'est pour avoir une politique de placement plus alignée, qui est rarement utilisée parce qu'assez souvent, c'est une politique par défaut qui est utilisée. L'autre, 4 fois sur 5, l'autre type de modification, c'est qu'on regarde justement la conception du régime. Alors, mon conseil, c'est important les investissements, il faut que la ligne d'investissement soit là, mais il faut regarder aussi tous les éléments de la conception qui vont faire une différence sur le succès du régime. Alors maintenant, vraiment là, je vais regarder le rôle d'un assureur et ce qu'on fait à certains égards, c'est la même chose que ce que l'industrie fait. La première chose qu'on s'est posée comme question, c'est comment, quand un participant arrive, comment on peut faire une adhésion qui va l'inciter à participer au régime. Et on a fait une étude qui a duré sur une période de 5 ans avec le gouvernement du Canada pour voir justement si une inscription simplifiée pourrait encourager la participation. Alors, l'inscription simplifiée, ce n'était pas du rocket science, là. Ce qu'on disait, c'est voici ta cotisation, voici la cotisation de l'employeur, et si tu en mets plus, voici ce que l'employeur va mettre. Aussi simple que ça. Pour les investissements, on lui a dit, si tu ne veux pas te casser la tête, tu vas aller dans un fonds à date d'échéance. Pas plus compliqué que ça. Si tu veux autre chose, c'est possible. Et troisièmement, si tu veux ne pas participer, dis-nous-le, tu vas pouvoir rejoindre le groupe. Alors, on a comparé ce type d'adhésion-là à une adhésion beaucoup plus traditionnelle. Alors, les résultats, après 5 ans, c'est qu'avec l'adhésion simplifiée, 95 % des gens ont pris une décision sur le champ, sont passés à l'action. Le taux d'inscription était 25 % plus élevé, mais encore plus beau pour moi, c'est que ces gens-là cotisent plus à leur régime. Alors, le contexte, on n'a pas besoin d'expliquer tant que ça, il faut vraiment aller aux points centraux de l'argument. Parlant d'adhésion, on a encore des adhésions papier et on a des adhésions en ligne. L'adhésion papier, taux de réussite 2 sur 10. L'adhésion en ligne, pratiquement 10 sur 10. Alors, ce que je donne, ce sont des choses qui sont très, très faciles à introduire ici. Alors, on a un participant qui a décidé de se joindre au régime, mais évidemment, ça ne s'arrête pas là. Il faut créer une expérience avec ce participant-là. Il faut créer une proximité, une familiarité. Et là, il faut voir, là, on va se rappeler l'acétate de Bernard, toutes les générations de travailleurs à qui on s'adresse actuellement. Alors, on parle des premiers baby boomers, les derniers baby boomers, les X, Y, Z. Il n'y en a pas un qui lit l'information de la même manière, de la même source. Alors, ça prend ce qu'on appelle des sources omnicanales. Alors, c'est-à-dire qu'on veut encore utiliser le papier. Il va y avoir des applications mobiles. Il va y avoir du web. Il va y avoir des centres d'appel. Il va y avoir des conseillers. Il va y avoir une boîte de conversation, un click to chat. Et on va avoir aussi des concierges numériques. Alors ça, essentiellement, c'est le résultat de l'utilisation des données et de l'intelligence artificielle pour aller dire à un participant, voici ta situation, tu devrais penser à faire telle chose. Et c'est là qu'on investit actuellement. Notre concierge numérique s'appelle Ella. Et Ella a 200 idées actuellement qu'elle partage avec les participants au régime de retraite. 200 situations qui vont être spécifiques aux caractéristiques du participant. Alors, non seulement on rentre en contact avec le participant, mais on crée une familiarité, une proximité, et par la suite, on s'aperçoit que les participants viennent plus souvent sur le site Web pour prendre de l'information. Non seulement ils prennent de l'information, mais ils cotisent plus aussi. Alors, l'année passée, on a rejoint presque 2 millions
on a fait 2 millions d'appels et déjà, on commence à voir un changement dans le niveau de participation. La prochaine étape pour nous, parce que c'est très factuel, c'est d'utiliser la science comportementale. Alors, c'est-à-dire d'utiliser les biais des gens quand ils prennent des décisions pour les aider à prendre la bonne décision. Alors, par exemple, les participants répondent mieux quand ils comprennent ce que les autres participants comme eux font. On peut comprendre ça. Les participants répondent mieux quand on illustre les risques de ne pas rencontrer les objectifs plutôt que la possibilité de dépasser nos objectifs. Et également, si on offre quelque chose où il y a une date butoir, il y a une bien meilleure réception et action sur ces choses-là. Alors, ce que je voulais vous présenter ici, c'est vraiment l'expérience d'un participant et comment on peut la bonifier justement pour inculquer de l'épargne, mais aussi des bons choix et peut-être de se faire accompagner dans ce chemin-là. Merci. Alors, on a vraiment un bon inventaire. On est parti au niveau de la société, comment on gère cet enjeu-là, alors qu'on a tous les autres enjeux. On a une approche qui est dirigée vers les employeurs et après ça, on a un point de vue des individus. J'ai quelques sujets sur lesquels j'aimerais amener les panélistes, puis par la suite, vous êtes les bienvenus s'il nous reste un petit peu de temps. Il y a quelques années, le gouvernement du Québec a pris une décision quand même assez courageuse. Contrairement aux autres provinces, ici, quand on a mis les régimes volontaires d'épargne retraite, les RVER, on a mis une obligation chez les employeurs graduelle. Là, on a commencé les employeurs de 20 employés, 10 et 5. On a mis une obligation. Ils doivent offrir un régime RVER, à moins qu'ils aient un autre régime collectif en place. Et on doit le faire sous forme d'opting out. Donc, les gens sont automatiquement membres, sauf s'ils décident de se retirer, ce qui n'est pas ce qui a été fait dans les autres provinces. Alors, moi, j'ai le goût de demander, et les organismes qui offrent ça, il faut être accrédités. Retraite Québec nous accrédite. Il y a 10 organismes au Québec qui ont le droit de vendre des RVER. Sun Life est un d'entre eux. Fait que j'ai le goût de te demander, Robert, c'est quoi ton expérience avec les RVER? En fait, est-ce que ça fonctionne? Oui. Oui, OK. En fait, c'était révélateur parce que pour nous, on supportait la venue du RVER pour une raison. Ça forçait les employeurs à mettre en place un arrangement de retraite. Ça n'avait pas besoin d'être un RVER. Bon, maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas bonifier l'offre du RVER, parce que quand je regarde ce qui s'est passé pour les RVER qu'on a mis en place, il y a à peu près la moitié des personnes qui participent. Et la cotisation est à peu près de 1 000 $ par année. Alors, le solde, après 2-3 ans, il est à peu près de 2-3 000 $. Est-ce que ça, en soi, est suffisant? Probablement pas. Mais encore une fois, ce n'était pas l'objectif que le RVER soit suffisant pour une retraite. On voulait créer une habitude à l'épargne. Mais je ne pense pas qu'on puisse évaluer le RVER en isolation parce qu'il y a plusieurs employeurs qui ont décidé de mettre une autre forme de régime. Et quand je regardais les statistiques rentrées au début, pour chaque RVER mis en place, il y avait un autre type de régime également mis en place par un autre employeur. Alors, de juger la pertinence du RVER, pour moi, il ne faudrait pas tomber dans la trappe là, où on ne regarde que le RVER. Il faut regarder l'ensemble des nouveaux participants, peut-être, maintenant, qui participent à un régime de retraite. Puis toi, René, Conseil des employeurs, as-tu eu la même expérience? Bien, le RVER avait été conçu sous Raymond Bachand, si je me rappelle bien. C'était quelque chose d'important pour lui. Puis, quand on en avait discuté au comité d'amour dans les recommandations, moi, j'insistais beaucoup pour qu'on le mette en place pour exactement ce que Robert vient de dire. Puis, je me rappelle, on avait une conversation, M. Damour et moi, je me dis, donnez-nous le ballon, on va partir avec. Puis c'est ça qu'on a fait. Puis je pense que les institutions financières ont suivi aussi. Est-ce que c'est optimal? Non. Mais si je compare à ce que j'entends dans d'autres provinces, je pense que la donne a été beaucoup meilleure ici en termes de présence. Maintenant que le régime, les gens, ils cotisent 1 000 ou 1 500,
Une fois que le véhicule est là, puis qu'il y a de la sensibilisation, de la bonne communication, je pense qu'on est rendu à cette phase-là, là, 5 ans plus tard. Là, ça va bien aller. Là. Donc, ça a créé une discussion. Absolument. Qui a forcé une action. Forcer l'action chez les employeurs qu'on conseille. Claude, dans ta présentation, tu mentionnais que bon, il faut qu'on trouve des idées, il faut qu'on se mette en mode épargne au niveau collectif, au niveau de la société. As-tu des pistes? As-tu des pistes ou des idées? Ouais. En fait, il y a différentes choses. Quand on regarde ça aujourd'hui, on voit que, autant comme Robert le mentionnait, tu as 4 générations qui sont là à composer avec une vision du futur. Cette vision du futur change pratiquement quotidiennement. On voit vieillissement de population et ainsi de suite. Et puis même aujourd'hui, je te dirais que quand tu regardes les gens qui partent à la retraite, c'est environ 58 des gens qui quittent pour la retraite sont encore endettés. Ils ont encore des dettes. Donc, tu ne connais pas ton espérance de vie, tu connais ton niveau de santé, tu sais que tu as des dettes et ainsi de suite. Écoute, moi, la seule chose que je vois dans tout ça, c'est, on parlait tantôt de littératie financière. C'est des sujets qu'on doit aborder tous les jours. Et quand tu dis qu'on a 4 générations avec lesquelles on travaille, qui ont des perspectives différentes, c'est la même chose, c'est de faire en sorte d'échanger avec ces gens-là et de voir soit les amener sur des programmes qui sont déjà existants ou leur faire réaliser le plus rapidement possible, le plus tôt, l'importance de contribuer à leur... Moi, le commentaire de la littératie financière, Robert, tu disais, on l'a essayé, puis ça ne marche pas nécessairement. Là. Moi, je suis intrigué par c'est quoi votre expérience, c'est quoi le rôle du conseiller financier là-dedans? Là? Ouais. Il est où là-dedans, lui? Là? En fait, j'ai 2 commentaires là-dessus. Si tu veux, sur la littératie financière, c'est un peu comme les régimes de retraite. On y est allé, puis on a mis ça là, puis débrouillez-vous avec ça, lisez ça, vous allez comprendre. Ça ne marche pas, ça. Hein? Ce qu'on est en train d'essayer, et là, on commence à avoir, on dit en anglais, un pick-up, là. On est sur une plateforme numérique en collaboration avec Québécois, et il y a une section de cette plateforme-là qui s'appelle Porte-monnaie, qui est essentiellement orientée vers les milléniaux. Et on ne parle pas d'épargne, encore moins d'épargne retraite, on parle de gérer ton argent. OK. Forfait de téléphone. Combien coûte un enfant? Des choses de base, mais qu'on doit discuter avant de parler d'épargne, puis avant de parler d'épargne retraite. Alors, je pense que, un peu comme on a conçu nos programmes de retraite, on s'est dit, c'est ce qu'il y a de mieux, on y va, on leur a donné le livre, lisez ça, puis vous allez être bon en finance. Ça ne peut pas marcher comme ça. Il faut le marketer, la littératie financière, puis je pense qu'à partir de ce moment-là, on va avoir des résultats. Pour ce qui est des conseillers, c'est une expérience personnelle. Je vais me faire couper les cheveux, une petite place juste à côté du bureau où je travaille, je prends un numéro, puis c'est jamais la même personne qui me parle. La dernière fois, la dame me demande « Qu'est-ce que vous faites dans la vie? » Je dis « Dans les assurances. » Elle dit « Qu'est-ce que vous pensez des taux d'intérêt? » Ça va influencer ma coupe de cheveux. Alors, et là, 2, 3 questions comme ça, puis je dis, j'étais un peu impressionné, je dis, vous lisez là-dessus? Elle dit, non, j'ai un conseiller financier. Alors, je pourrais vous dire qu'on a les meilleurs conseillers financiers et tout ça, là, mais ça m'a dit quelque chose, qu'ils ont un rôle à jouer, et quand ils le jouent bien, ça a un impact. Alors, j'ai continué la conversation. C'est une jeune femme qui a un bonhomme de 19 ans qui commence à travailler dans la construction. Mais le conseiller financier est allé travailler avec le bonhomme. Et le petit gars de 19 ans, premièrement, il a fait un budget, puis là, il commence à épargner. Alors, moi, je vais juste y aller avec cet exemple-là. Je pense qu'ils ont un rôle à jouer. Puis, René, les consultants, eux autres? Hey, laisse faire les consultants. Revenez sur ce que les consultants. On fait beaucoup de débats entre les régimes à prestations déterminées et cotisations déterminées au pays. Okay? Puis à un moment donné, je me suis enfargé dans un article dans Benefits Canada, puis ça m'a amené à aller faire un tour en Saskatchewan il y a à peu près 1 mois et demi. Au Canada, les 25 plus gros régimes à cotisations déterminées, là, il y a à peu près 33 milliards là-dedans. Plus que la moitié des 25 plus gros régimes à cotisations au pays sont en Saskatchewan. Ce sont 1,2 million de personnes.
En Saskatchewan, il y a les deux plus gros régimes à cotisation déterminés au Canada. Il y en a un qui c'est 10 milliards de dollars, l'autre c'est 4. Le régime des employés de la fonction publique en Saskatchewan, l'équivalent du REGOP, c'est un régime à cotisation déterminée depuis 1970. Beaucoup de monde qui savait ça ici. Moi, je ne le savais pas, en tout cas. Ça fait un bout de temps que je suis allé faire un tour. Et quand j'ai rencontré le sous-ministre qui s'occupe de ce régime-là, le Public Employee Pension Plan, il y avait des conseillers financiers dans la salle, là, excités, du monde là, mobilisé, motivé. Eux autres, ils changent la vie des gens parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas un régime à prestation déterminée. Ils sont au téléphone avec du monde. Ça, je dis, crime, ça va vous prendre une armée. Combien vous êtes pour gérer tout ça? On est 20. Je dis, 20, c'est beaucoup de monde, ça. Puis, OK, puis 20 conseillers financiers. Non, 20 au total. Vous êtes combien de conseillers financiers? On est 3 certifiés. 3 certifiés. On a 45 000 participants. Ils travaillent, là. Ils forment du monde. Non, mais sérieusement, ils forment du monde. Il y a des walk-ins. Il y a des gens qui viennent voir leurs conseillers financiers. Ils leur font confiance parce qu'ils travaillent pour le gouvernement, pour une agence gouvernementale. Puis ces gens-là, là, ces conseillers financiers-là, là, j'en ai pas vu beaucoup comme ça. Ils étaient vraiment très heureux. Ils changent la vie du monde. Ça, c'est une journée à Regina. Le lendemain, j'étais à Saskatoon pour voir un autre régime. Lui, il a été fondé en 1939. C'est un régime à cotisation déterminée. Tout l'équivalent des caisses populaires en Saskatchewan, en Alberta. Puis il y a des gens qui sont là depuis 2 décennies comme conseillers financiers. La même affaire. Des bons conseillers financiers. Hands-on, au téléphone. Puis tu sais, l'intelligence artificielle, c'est bon, puis le numérique, c'est bon, là, mais ça commence par intelligence, tu sais. Fait qu'avant d'être numérique, tu sais, il faut que ça soit intelligent. Ça marche. Ça marche quand c'est mis en place. Oui. Puis l'utilisation de la technologie, pour revenir sur ton exemple, ça va permettre à un conseiller financier de travailler peut-être avec 500, 600 personnes plutôt que de travailler avec 200 personnes. Alors tout ça, les conseillers financiers sont en train de s'équiper en termes de technologie. La technologie, certains la voient comme un concurrent au conseiller financier. C'est une extension du conseiller financier pour qu'il puisse se concentrer justement pour comprendre les besoins de son client. Puis, vous autres, Claude, à la banque, avez-vous le même genre d'expérience? Bien, le même genre d'expérience. On a autant des produits, je pense au portefeuille futé qui est à travers ligne d'action. C'est l'individu qui a très peu de notions pour investir. Bien, encore là, c'est fait avec des appuis informatiques et on va l'aider, on va lui poser des questions et tout ça. On va l'aider, puis on va gérer pour lui, là-dedans, son pécule pour faire en sorte que... puis le conseiller financier va prendre contact avec, puis finalement, ils vont développer une relation pour être capable de l'amener à mieux comprendre ce qui se fait. Le client qui se présente à la banque, est-ce qu'il est réceptif à se faire parler de ces affaires-là? Les clients sont réceptifs, oui. Sauf que quand on regarde les sondages, c'est les clients, tu vas leur en parler, puis finalement, les clients vont dire, mais on ne sait pas à qui on devrait parler de ça. Okay. Je pense à peu près 60 de la population, tu leur poses la question, avec qui tu pourrais parler d'épargne ou de retraite, ou ainsi de suite. Et les gens se posent des questions, avec qui je devrais en parler vraiment. Donc, moi, je pense que les gens se sentent, dans un premier temps, démunis. Puis c'est un peu comme tu le disais, Robert, on parle de littératie financière. Les gens ont peur de poser des questions auxquelles la réponse qui leur sera donnée, on ne la comprend pas. Mais ça se fait vraiment de façon très, très, très soft. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait une question pour un de nos panélistes? Ah, Michel? Attends un petit peu, on va t'amener un micro pour qu'on t'entende bien. Alors, je voudrais réagir à ce que René a dit sur les 2 régimes de retraite en Saskatchewan. C'est vrai que ce sont 2 très bons régimes à cotisation déterminée qui fonctionnent, mais elles ont 2 caractéristiques qu'on ne voit pas ici. La première, c'est que les retraités restent membres de ce régime-là. Et la deuxième caractéristique, c'est qu'ils sont très, très gros et qu'ils peuvent se permettre des conseillers financiers à leurs propres frais. Alors qu'ici, ce qu'on voit dans le régime à cotisation déterminée, c'est qu'on cherche le fournisseur pour lequel les frais sont les plus bas. Et quand les frais sont les plus bas, c'est difficile d'offrir des bons conseillers financiers. Alors, il me semble qu'on devrait promouvoir ces 2 caractéristiques-là, c'est-à-dire garder les retraités et, deuxièmement, ne pas chercher celui qui charge le moins cher. J'imagine qu'il n'y aurait pas de problème à ce que je dise ça, mais Bell Canada vient d'épouser ce qu'on appelle les prestations variables au printemps.
Alors, ils doivent avoir 15 retraités à cotisation déterminée dans le régime. Ils ont, je pense, quelque chose comme 1,5 milliard en régime à cotisation déterminée. Fait que oui, c'est gros. Ce n'est pas un multi-employeur, mais moi, quand je convie des employeurs à venir en jaser à nos bureaux, là, j'ai entre 8 et 10 très, très grandes organisations qui viennent s'asseoir pour parler de décaissement de régime de retraite. Et il y en a qui me disent, si tu es capable de trouver des bons planificateurs financiers, ou je les engage, ou tu les engages, puis on va faire affaire avec eux autres. Et puis, ceux qui sont chanceux d'avoir encore de l'expertise à l'interne, bien, ils vont gérer leurs fonds aussi. Alors, ça, là, c'est une vague qui s'en vient. Là. Moi, je le sens puis je la nourris. Il y a des employeurs présentement qui ont des gros régimes à cotisation déterminée. Je connais une minière qui m'a dit, là, on vient de frapper nos premiers millionnaires. Je dis, mais encore, que veux-tu dire? Bien, il dit, ça ne fait pas si longtemps que ça qu'on a mis nos régimes à cotisation déterminée. Là, on commence à avoir des gens qui ont 1 million de dollars dedans. Là. Fait qu'ils vont les aider à justement pas les transférer, je m'excuse les gars, à pas les transférer en dehors de l'organisation. Les régimes en Saskatchewan que tu dis, qui le gèrent, bien, ici dans la salle, il y a l'Université Laval, il y a l'Université du Québec qui ont pour leur chargé de cours des régimes à cotisation déterminée ou il y a des régimes à prestations variables à l'intérieur. C'est possible au Canada depuis 2006, fiscalement, mais ce n'était pas possible au Québec depuis avant 2018. Fait que moi, je m'attends qu'on ait la même vague qu'ils ont eu en Saskatchewan, qui ont épousé ça. Puis en Ontario, ça s'en vient aussi. Il y a un nouveau monde qui va s'ouvrir. On parle de la décumulation, là, de décaissement à l'autre bout, mais je pense que les gens vont être surpris de l'inventivité puis de comment les entreprises vont collaborer puis changer des produits avec des grandes institutions financières. Moi, je suis très positif, très optimiste. Bien, on a la demande actuellement. Et ça vient, encore une fois, en premier du Québec. Alors, quelles sont les solutions qu'on peut, en tant qu'industrie, mettre de l'avant justement pour garder les retraités ou de opérationnaliser le passage de la vie active à la retraite? Puis encore une fois, là, ça, c'est pas simple parce que c'est flexible, ça. Hein? Ouais. Et la technologie va aider là-dedans aussi parce que il y a quand même des paramètres qui se répètent d'un individu à l'autre. OK. Alors, on me fait signe que je devrais passer la parole à Marie-Hélène. C'est ça? Alors, Marie-Hélène? Alors, je ne sais pas comment vous vous sentez, mais moi, j'ai vécu toutes sortes d'émotions lorsque j'ai entendu ce panel. Tout d'abord, en tout cas, je ne pensais pas vivre ça en présence d'un banquier, d'un assureur, un régime d'un actuaire et... un autre actuaire. Un autre actuaire. Mais je suis avocate de formation, puis bon, les chiffres, ça m'a toujours un peu angoissée, surtout quand j'ai réalisé que j'étais de la génération X et tout ce qui m'attendait. Mais après ça, j'ai été vraiment rassurée parce qu'on a ici des leaders qui vraiment se préoccupent du bien collectif et de la génération future. Et je peux dire que oui, ça a fait une empreinte émotive très forte chez moi d'entendre ça. D'entendre aussi que comment le conseil financier est important, même si une personne sur deux au Québec n'ont pas de conseiller financier. Alors, il y a beaucoup d'espoir, donc une autre émotion que j'ai vécue. Et aussi, beaucoup rassurée par l'utilisation de la technologie qui va non seulement nous aider à être mieux performants dans nos entreprises, mais aussi à mieux accompagner nos clients et aussi à mieux éduquer la population. Donc, j'ai trouvé très rassurant ces propos et vraiment, ça me fait plaisir de les remercier et je vous invite à les applaudir très chaleureusement pour leurs propos.